Un président absent depuis plus d'un mois, un pays sans gouvernement depuis presque 9 mois, une opposition qui s'est déchirée au moment même où elle aurait pu gagner. Aujourd'hui, on te dit ce qui se joue vraiment à Yaoundé et pourquoi personne, à commencer par le pouvoir lui-même, ne maîtrise plus la suite. Le 12 octobre 2025, le Conseil constitutionnel camerounais proclame Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle, officiellement. Dans les faits, ce scrutin a laissé des traces profondes. Des centaines de vidéos de fraude qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des procès-verbaux contestés, une opposition qui n'est jamais parvenue à s'unir malgré une mobilisation populaire réelle. Depuis, le chef de l'État reste éloigné du pays pendant de longues semaines, officiellement pour des raisons personnelles. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment cette élection a fissuré un système entier, le pouvoir, autant que ceux qui prétendent s'y opposer. Et surtout ce que ça nous apprend sur ce qui attend le pays dans les mois à venir. Toi qui suis un peu l'actualité camerounaise, t'as sûrement remarqué quelque chose de nouveau ces derniers mois, les fuites. Des documents internes qui circulent, des règlements de compte entre proches du régime, des attaques quotidiennes, parfois plusieurs fois par jour, sur les réseaux sociaux. Un pouvoir historiquement muet, qui communiquait peu et se dévoilait encore moins, se retrouve aujourd'hui pris dans une véritable guerre de communication interne. C'est pas un hasard. C'est le symptôme d'un système où plusieurs réseaux, construits patiemment sur des décennies pour se maintenir au pouvoir, finissent par se neutraliser entre eux. C'est souvent le prix de la longévité. Pour durer, on tisse des allégeances, on distribue des privilèges, on construit des clans, mais à la fin, ces clans se retournent les uns contre les autres. Chacun défend sa zone d'influence comme un territoire personnel. Même les décisions les plus urgentes, certains dossiers économiques sensibles autour du port de Douala, par exemple, ont mis un temps anormalement long à être tranchés, révélant que la chaîne de commandement ne fonctionne plus comme avant. Et y a un exemple plus frappant encore. Une responsable d'une société publique stratégique, épouse du directeur général en poste depuis 33 ans, a publiquement menacé de sanctions toute personne qui oserait critiquer le président ou son mari. Une sortie qui a choqué moins pour ce qu'elle dit du pouvoir en général que pour ce qu'elle révèle très concrètement, un système où certains se comportent en propriétaires de leur institution sans jamais avoir eu à rendre de compte publiquement. Le message envoyé est simple. Au Cameroun, chacun devient le petit potentat de son propre territoire. Depuis l'élection d'octobre, le pouvoir camerounais est entré dans une forme d'impasse institutionnelle. Il est incapable de nommer un gouvernement, alors même que le président l'avait lui-même annoncé. Il est incapable de désigner le vice-président, poste pourtant créé et voté. Il est incapable d'organiser les élections législatives et locales attendues depuis des années. Pourquoi un tel blocage? Parce que, selon plusieurs analystes, cette victoire électorale est aujourd'hui largement contestée dans l'opinion publique, documentée par de nombreuses preuves de fraude relayées massivement sur les réseaux sociaux. Composer un gouvernement dans ces conditions obligerait à faire un choix impossible. Récompenser, selon la tradition politique camerounaise, les régions qui ont le plus voté pour le pouvoir, mais ce sont précisément les zones où la fraude est la plus documentée. Reconnaître cela publiquement reviendrait à admettre que la victoire ne s'est pas construite là où elle est officiellement proclamée. Résultat, l'immobilisme devient la seule option qui ne fâche personne à l'intérieur du système. On préfère ne rien trancher plutôt que de devoir justifier des choix qui exposeraient les fractures internes. Et cette paralysie touche même la modernité la plus élémentaire de l'État. On a récemment vu un faux décret de nomination du vice-président être lu en direct sur une chaîne publique, avant d'être précipitamment retiré, signe qu'au sommet, on continue de fonctionner avec des plis fermés et des méthodes d'un autre temps, plutôt que par une communication institutionnelle claire. Et pendant ce temps, l'opposition, elle avait sur le papier une occasion historique. Après l'exclusion de la candidature de Maurice Kamto, plusieurs mois avant l'élection, beaucoup d'observateurs s'attendaient à une coalition entre les principales figures d'opposition restantes. Elle n'a jamais eu lieu. Chacun des candidats, pris individuellement, a refusé de s'effacer devant l'autre. Pourtant, les deux figures les plus commentées de cette élection ont un point commun troublant. Elles ont, l'une comme l'autre, occupé des fonctions au sein même du pouvoir avant de s'en détacher, à des moments différents de leur trajectoire politique. Ce qui explique en partie pourquoi une partie de l'opinion reste prudente sur la nature exacte de leur opposition au régime. La mobilisation populaire, elle, a bel et bien été réelle, massive, même dans certaines régions historiquement acquises au pouvoir. Mais cette énergie citoyenne ne s'est jamais transformée en force politique unifiée, faute d'accord entre les principales figures. Et depuis l'élection, ceux qui se présentent comme les opposants du régime passent souvent plus de temps à se renvoyer la responsabilité de cet échec qu'à construire une alternative crédible pour la suite. Il faut aussi regarder ce qui s'est passé après le scrutin.
La contestation dans la rue a été réelle, parfois durement réprimée. Des morts ont été déplorés et des personnes arrêtées dans ce contexte restent aujourd'hui derrière les barreaux. C'est un élément central pour comprendre la suite. Toute tentative future de mobilisation populaire se heurtera au souvenir de cette répression, ce qui complique encore davantage la capacité de l'opposition à se reconstruire une stratégie commune. Cette séquence pose aussi une question simple, mais rarement affrontée publiquement. Pourquoi certaines candidatures jugées menaçantes pour le pouvoir n'ont-elles pas été totalement écartées avant le scrutin, tandis que d'autres l'ont été? Une question qui reste, à ce jour, sans réponse officielle claire et qui alimente le doute plutôt que de l'apaiser. Ce scénario n'est pas propre au Cameroun. On l'a vu ailleurs sur le continent, un pouvoir vieillissant qui s'accroche par tous les moyens institutionnels disponibles, une opposition fragmentée qui laisse filer sa chance au moment décisif et un statu quo qui profite presque mécaniquement à ceux qui sont déjà en place. Dans certains pays voisins, des coalitions d'opposition très hétérogènes, parfois construites entre rivaux historiques, qui se méfiaient profondément les uns des autres, ont malgré tout réussi à provoquer des alternances. C'est la démonstration qu'une union tactique, même fragile, peut suffire à faire basculer un rapport de force qui semblait figé. La différence, au Cameroun, c'est l'ampleur de la fracture interne au sommet même de l'État, un phénomène qui, historiquement, dans d'autres transitions africaines, précède souvent les changements les plus brutaux et les moins maîtrisés. Un système qui ne communique plus qu'à travers les fuites et les règlements de compte est un système qui a perdu le contrôle de son propre récit. Le pouvoir camerounais ne fonctionne plus aujourd'hui sur la légitimité, mais sur l'inertie et sur l'incapacité de ses rivaux internes à trancher entre eux. Et l'opposition, faute d'unité et de mémoire politique, laisse cette inertie prospérer année après année. Tant qu'aucun de ces deux blocs ne parvient à se réorganiser autour d'un projet clair, c'est le statu quo fragile, contesté, mais toujours en place, qui continuera de gouverner le quotidien des Camerounais. La question qui reste posée n'est donc pas de savoir si ce système finira par changer, mais qui, du pouvoir ou de l'opposition, se réorganisera en premier.